Dans ma vie, peu de jours ont été aussi transformateurs que celui où mon père, Robert, est décédé subitement à l'âge de 50 ans. Mon père était un homme de peu de mots et encore moins de démonstration de richesse, c'est pourquoi la lecture de son testament a laissé ma mère, Suzanne, ma sœur Sandra et moi dans une totale incrédulité. L'avocat, sur un ton sombre, a révélé que mon père avait laissé derrière lui une succession de 50 millions de dollars, un chiffre stupéfiant qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer. En tant que fils aîné, j'avais toujours pensé reprendre la modeste entreprise de mon père et poursuivre son héritage de manière simple. Cependant, le testament révélait non seulement sa richesse cachée, mais présentait également une répartition inégale qui nous favorisait grandement, Sandra et moi, par rapport à notre mère. Cette révélation a touché une corde sensible au sein de la famille, déclenchant une série de conflits juridiques et émotionnels. Les conséquences immédiates ont été chaotiques. Ma mère, Suzanne, âgée de 45 ans, était dévastée. Elle ne pouvait pas comprendre comment l'homme avec qui elle avait passé 20 ans avait accumulé une telle richesse à son insu ni pourquoi il avait choisi de la distribuer d'une manière si particulière. Son chagrin s'est rapidement transformé en suspicion et en ressentiment, l'amenant à remettre en question l'authenticité du testament. Elle se sentait marginalisée dans une vie dont elle faisait partie intégrante, ce qui affectait profondément son sentiment de confiance et de sécurité. Au milieu de cette tourmente, Sandra, 25 ans, semblait inhabituellement calme, suggérant qu'elle en savait peut-être plus sur les intentions de notre père qu'elle ne l'avait laissé entendre au départ. Son calme, contrastant avec le désespoir de notre mère, ajoutait une autre couche de tension à une situation déjà tendue. Quant à moi, je me suis retrouvé dans une situation atroce. J'étais coincé entre l'incrédulité croissante de ma mère et la réalité stupéfiante de notre nouvelle situation financière. Je me suis demandé pourquoi mon père prenait de telles décisions en secret, ce qui l'avait amené à accumuler cette richesse si discrètement et pourquoi il avait décidé de laisser un testament aussi énigmatique. Cet héritage, loin d'être une bénédiction, ressemblait à une malédiction qui menaçait de démanteler la structure familiale que j'avais chérie toute ma vie. Le testament est devenu une source de débats et de conflits constants, chaque membre de la famille étant aux prises avec son choc individuel, son incrédulité et la question imminente de savoir ce qui constituait véritablement l'héritage de mon père. Dans les semaines qui ont suivi, la situation s'est aggravée lorsque ma mère a décidé de contester légalement le testament. La maison familiale, autrefois lieu de chaleur et d'unité, s'est transformée en un champ de bataille d'allégeances différentes et d'agendas cachés. À travers tout cela, j'ai lutté avec mes propres émotions, essayant d'équilibrer l'amour et la loyauté que je ressentais envers ma mère avec le respect des dernières volontés de mon père. Ce conflit successoral a mis au jour des problématiques profondément ancrées au sein de notre famille, remettant en question les fondements mêmes de nos relations. Cela m'a fait réaliser que la richesse laissée par mon père pourrait potentiellement changer nos vies, mais à quel prix ? La réponse à cette question semblait de plus en plus sombre alors que nous nous préparions à une bataille juridique dont aucun d'entre nous ne voulait vraiment. Chaque avancée dans le processus n'a fait que souligner tout ce que nous avions déjà perdu depuis le jour de cette révélation choquante. Les jours qui ont suivi la révélation du testament de mon père Robert ont été remplis d'un tourbillon d'émotions et d'une avalanche de documents juridiques. Ma mère, Suzanne, poussée par un mélange de chagrin et d'incrédulité, a pris la décision de contester le testament. Elle ne pouvait pas comprendre comment mon père avait réussi à accumuler secrètement 50 millions de dollars, ni accepter qu'il laisse une part aussi inégale à ses enfants, la contournant ainsi. Selon elle, la légitimité du testament était pour le moins discutable. Armée de la détermination et du soutien de Monsieur Jacques, notre défenseur de la famille, ma mère a lancé une bataille juridique qui allait bientôt consumer nos vies. Le tribunal est devenu l'arène où le linge sale de notre famille était diffusé, chaque séance révélant plus de couches de notre histoire personnelle et financière qu'aucun d'entre nous n'aurait jamais souhaité révéler. Les arguments de Suzanne devant le tribunal reposaient sur plusieurs points. Elle s'est demandé si mon père avait la capacité mentale de prendre de telles décisions au moment de la rédaction du testament et a suggéré une influence ou une coercition indue, peut-être de la part de parties externes dont nous n'avions pas encore connaissance. Elle a également fait part de ses inquiétudes quant à la possibilité d'un testament frauduleux, compte tenu du caractère inattendu de la richesse et de sa répartition. Chaque comparution devant le tribunal était épuisante sur le plan émotionnel. Je me tenais à ses côtés, pas entièrement convaincu de ses soupçons, mais néanmoins solidaire, comprenant son besoin de clarté et de clôture. Sandra, en revanche, maintenait une position qui semblait l'isoler davantage de notre mère. Elle a soutenu que notre père avait le droit de distribuer sa succession comme bon lui semblait et que remettre en question ses motivations était à la fois irrespectueux et futile. À mesure que la procédure judiciaire s'éternisait,
la pression sur notre famille s'est intensifiée. Le caractère public du procès a attiré l'attention des médias, ce qui n'a fait qu'amplifier le spectacle. Les journalistes ont fouillé le passé de mon père, découvrant ses partenariats silencieux et ses investissements qui étaient passés inaperçus pendant des décennies. Cette frénésie médiatique a transformé notre épreuve personnelle en divertissement public, ce à quoi aucun d'entre nous n'était préparé. Au milieu de cette tourmente, Monsieur Jacques a joué un rôle essentiel. Son expertise en droit de la famille et son calme face à notre tempête familiale ont été inestimables. Il a abordé les complexités de l'affaire avec un niveau de professionnalisme qui a offert un petit réconfort en notre époque de chaos. Pourtant, ses tentatives de médiation étaient souvent éclipsées par les émotions brutes qui faisaient surface à chaque révélation. La bataille juridique m'a également obligé à reconsidérer ma compréhension de mon père. Chaque audience du tribunal, chaque révélation de sa vie cachée dressait le portrait d'un homme que je pensais connaître mais que je ne connaissais peut-être jamais. Cet héritage, enveloppé de mystères et de rubans juridiques, est devenu un symbole de liens perdus et de vérités cachées au sein de notre famille. Malgré tout cela, la détermination de ma mère n'a jamais faibli. Elle a poursuivi l'affaire non seulement à la recherche d'une part légitime, mais aussi dans une quête de vérité sur l'homme qu'elle avait aimé et sur la vie qu'ils avaient construite ensemble. Cette bataille, bien que lourde de complexité juridique, était au cœur d'une quête d'identité et de reconnaissance à l'ombre d'un héritage soudain devenu aussi énigmatique que monumental. Le litige concernant le testament de mon père a non seulement mis en lumière les facettes cachées de sa vie financière, mais a également commencé à remodeler les relations au sein de notre famille. Au milieu de la bataille juridique en cours, la perspective changeante de ma sœur Sandra a commencé à nous diviser davantage. Au départ, Sandra avait été aussi choquée que quiconque par les révélations du testament. Mais à mesure que la procédure se poursuivait, ses opinions ont commencé à changer, s'alignant davantage sur les stipulations énoncées par notre père. Sandra, 25 ans, a commencé à exprimer sa conviction que notre père, Robert, avait ses raisons pour les décisions qu'il prenait concernant sa succession. Elle a suggéré que ses choix étaient délibérés et visaient peut-être à transmettre des leçons que nous n'avions pas encore comprises. Sa position l'a mise en conflit direct avec notre mère, Suzanne, dont la contestation de l'authenticité du testament était enracinée dans un sentiment de trahison et de confusion quant à son exclusion de l'héritage substantiel. La tension entre Sandra et notre mère s'est rapidement intensifiée. Les réunions de famille sont devenues des champs de bataille où les conversations sur le testament se sont transformées en débats houleux sur la loyauté, l'intention et le chagrin. Sandra accusait notre mère de ne pas pouvoir respecter l'autonomie de notre père dans ses décisions finales. Pendant ce temps, Suzanne était blessée par le manque d'empathie de Sandra et son apparent mépris pour les troubles émotionnels déclenchés par le testament. Alors que Sandra s'isolait de notre mère, notre famille autrefois très unie a commencé à se fragmenter. Sa relation avec Suzanne est devenue plus froide et plus formelle, un contraste frappant avec leur chaleur et leur proximité antérieure. Ce changement était douloureux à voir. Je me suis retrouvé au milieu, essayant de maintenir la paix et la compréhension entre les deux tout en étant aux prises avec mes propres sentiments contradictoires concernant l'héritage et ses implications. Le changement d'allégeance de Sandra a également affecté sa relation avec moi. Nous avons toujours été des alliés, des frères et sœurs unis face aux défis qui se présentaient à nous. Cependant, le conflit successoral a révélé des philosophies différentes entre nous concernant la richesse, la responsabilité et la loyauté familiale. La nouvelle assurance de Sandra en affirmant que ce qu'elle croyait avoir été légitimement conçu par notre père a créé un fossé inattendu entre nous. De plus, les arguments de Sandra m'ont incité à reconsidérer ma propre position. J'ai commencé à explorer les possibilités selon lesquelles notre père avait peut-être voulu que ce défi soit un catalyseur de changement ou de croissance dans nos vies. Cette introspection a été difficile et souvent solitaire, car elle semblait me mettre en contradiction à la fois avec la quête de justice motivée par le chagrin de ma mère et avec l'acceptation apparemment pragmatique par Sandra des termes du testament. Au fil des mois, la question de l'héritage a continué de dominer nos vies, éclipsant tous les autres aspects de l'existence de notre famille. La bataille juridique, alimentée par ces conflits internes, a attiré l'attention non seulement de la famille et des amis, mais aussi de la communauté et des médias au sens large. Cet examen public a ajouté une couche supplémentaire de stress et de complexité à nos relations déjà tendues. Dans cette atmosphère chargée d'émotions, je me suis souvent retrouvé à réfléchir aux significations plus profondes de l'héritage et de l'héritage. Le conflit nous a tous obligés à affronter des vérités inconfortables sur notre famille, nos valeurs et nous-mêmes. À mesure que Sandra s'éloignait de l'orbite émotionnelle de notre mère,
il devenait évident que l'issue de cette bataille juridique et personnelle allait probablement redéfinir notre dynamique familiale de façon permanente. Quelle que soit la résolution, les cicatrices de ce conflit semblaient destinées à persister, façonnant nos relations et nos parcours individuels dans le futur. Au fur et à mesure que le conflit successoral se déroulait, Monsieur Jacques, notre défenseur de la famille, est apparu comme une figure centrale. Son rôle a transcendé les limites typiques de la représentation juridique, car il s'est retrouvé profondément impliqué dans les complexités émotionnelles et juridiques de la crise de notre famille. Son expérience et son calme sont devenus cruciaux alors qu'il naviguait dans les eaux turbulentes de notre dynamique familiale. Essayant de trouver dès le départ une solution susceptible de sauver à la fois nos liens familiaux et nos intérêts financiers, Monsieur Jacques était parfaitement conscient de la nature sensible du différend. Il a compris qu'au-delà des 50 millions de dollars en jeu, il y avait une famille en deuil qui luttait pour faire face à la perte d'un patriarche et aux conséquences inattendues de son dernier testament. Son approche était méthodique et empathique, visant à servir de médiateur entre les intérêts conflictuels au sein de la famille tout en veillant à ce que les procédures judiciaires soient traitées avec équité et diligence. La stratégie de Monsieur Jacques impliquait plusieurs actions clés. Premièrement, il a cherché à établir des canaux de communication clairs entre tous les membres de la famille, en encourageant la transparence et un dialogue ouvert. Il a organisé des séances de médiation auxquelles ont participé non seulement la famille immédiate, mais également les proches touchés par les retombées. Ces séances ont été conçues pour exprimer leurs griefs dans un environnement contrôlé, permettant à chaque membre de la famille d'exprimer ses sentiments et ses points de vue sans les formalités et les contraintes des procédures judiciaires. Lors de ces médiations, Monsieur Jacques a écouté attentivement les préoccupations de chacune des parties. Il a accordé une attention particulière à ma mère, Suzanne, qui se sentait marginalisée par les dispositions du testament. Il a également discuté avec Sandra et moi, comprenant nos positions et les raisons potentielles derrière les décisions de notre père. Sa capacité à gérer ces conversations avec tact et perspicacité a contribué à empêcher une nouvelle escalade du conflit. De plus, Monsieur Jacques a utilisé son expertise juridique pour explorer toutes les issues possibles de la contestation testamentaire. Il a exposé les scénarios potentiels, depuis l'annulation complète du testament jusqu'à sa pleine exécution telle qu'elle est écrite, et a discuté des ramifications juridiques et des délais probables pour chacun. Cette clarté nous a aidés à nous préparer aux implications à long terme du différend, en établissant des attentes réalistes quant aux éventuels coûts financiers et émotionnels impliqués. Une autre initiative importante de Monsieur Jacques a été ses efforts pour faire intervenir des experts indépendants dans l'affaire. Il s'agissait notamment de jurys comptables qui ont pu fournir une image plus claire des activités financières de mon père et d'experts en planification successorale qui ont donné un aperçu des motivations possibles derrière la structuration du testament. Cette approche holistique a non seulement enrichi notre compréhension du paysage juridique, mais a également fourni un contexte plus large aux décisions de notre père, ce qui a été crucial pour atténuer certains des tons les plus accusateurs au sein de la famille. Tout au long du processus, Monsieur Jacques est resté une figure de stabilité et de raison. Sa présence était rassurante, offrant un tampon contre les émotions souvent accablantes que suscitait la dispute. Ces stratégies de médiation n'ont pas toujours conduit à une réconciliation immédiate, mais elles ont insufflé un niveau de professionnalisme et d'attention désespérément nécessaire. Au fil des mois, le rôle de Monsieur Jacques s'est avéré être bien plus que celui d'un simple défenseur. Il est devenu un confident et un conseiller, guidant notre famille à travers l'une des périodes les plus difficiles de notre vie. Même si l'issue finale de la bataille juridique restait incertaine, ses efforts ont permis de garantir que, quel que soit le résultat, il serait atteint grâce à un processus respectueux de la dignité et du bien-être émotionnel de toutes les personnes impliquées. Au milieu du tourbillon de bataille juridique et de changement d'allégeance, mon rôle de fils aîné est devenu de plus en plus complexe. Mon combat ne consistait pas seulement à naviguer dans les eaux turbulentes des conflits successoraux, mais aussi à maintenir un semblant d'unité dans une famille qui semblait au bord d'une division permanente. Le défi était de taille. D'un côté se trouvait ma mère, Suzanne, dévastée et se sentant trahie par les révélations du testament de mon père. De l'autre, ma sœur Sandra, dont le point de vue sur les décisions de notre père était nettement différent du nôtre. En voyant notre famille se déchirer, je réfléchissais souvent aux intentions de mon père. Aurait-il prévu le chaos qu'il allait déclencher, ou avait-il sous-estimé les liens qui nous unissaient ensemble, pensant peut-être que la sécurité financière qu'il offrait compenserait les coûts émotionnels? Ces questions me hantaient alors que j'essayais de combler les écarts croissants entre mes proches. Le domaine, évalué à 50 millions de dollars, était soudain devenu une malédiction plutôt qu'une bénédiction. L'avidité et la suspicion avaient infiltré nos interactions, remplaçant la chaleur et la confiance qui définissaient autrefois notre famille.
Chaque évolution ou révélation juridique semblait creuser un fossé plus profond entre nous, les membres de la famille choisissant leur camp dans une bataille qui semblait de plus en plus personnelle et douloureuse. Mes efforts de médiation ont suscité des réactions mitigées. Ma mère, le cœur brisé et confuse, s'appuyait sur moi pour obtenir son soutien, mais sa douleur la faisait se méfier de toute discussion qui semblait saper sa position contre la volonté. Sandra, quant à elle, considérait mes tentatives de rétablissement de la paix avec un certain scepticisme, les interprétant comme un manque de soutien au souhait exprimé par notre père. Cet exercice d'équilibre délicat était épuisant, tant émotionnellement que mentalement. En cherchant à comprendre les deux côtés, j'ai organisé des réunions privées avec chaque membre de la famille, en essayant d'écouter sans jugement et de parler sans causer davantage de souffrance. J'ai encouragé des discussions ouvertes sur nos sentiments à l'égard de l'héritage et nos souvenirs de notre père, dans l'espoir de trouver un terrain d'entente dans notre perte commune. De plus, j'ai contacté Monsieur Jacques, notre avocat, pour obtenir des conseils sur la façon de gérer les implications juridiques sans les laisser détruire nos liens familiaux. Ces conseils ont été inestimables, m'apportant des informations sur le processus juridique et m'aidant à les communiquer à ma famille d'une manière informative mais non conflictuelle. L'attention médiatique portée à notre cas n'a fait qu'ajouter à la pression. Les journalistes étaient impatients de dresser un tableau sensationnel d'une riche famille en guerre, ce qui a attiré l'attention du public sur notre épreuve personnelle. Je me suis retrouvé à protéger ma mère et ma sœur des questions intrusives et des paparazzis, compliquant encore davantage mon rôle de protecteur de la famille. Malgré tout cela, j'ai gardé l'espoir que nous pourrions trouver une solution qui respecterait à la fois les intentions de mon père et les besoins de tous les membres de la famille. Cet espoir a été mis à l'épreuve à plusieurs reprises au fur et à mesure que l'affaire avançait, chaque comparution devant le tribunal et chaque manœuvre judiciaire nous séparant davantage. Dans mon cœur, je savais que la véritable bataille ne concernait pas les millions de personnes laissées pour compte, mais l'héritage de l'unité de notre famille et les valeurs que nous voulions défendre. La lutte pour maintenir ces valeurs au milieu du chaos de l'avidité et du chagrin a défini mon parcours en tant que frère et fils pendant cette période tumultueuse. Juste au moment où nous pensions que les contours de notre crise familiale étaient définis par l'héritage existant de 50 millions de dollars, une nouvelle tournure est apparue qui a approfondi la complexité de notre situation. Une enquête plus approfondie sur les affaires financières de mon père a révélé des actifs supplémentaires qui avaient été intelligemment dissimulés dans divers investissements et comptes offshore. Cette révélation a été un nouveau choc pour nous tous, jetant de nouveaux doutes sur ce que nous pensions savoir de mon père, Robert, et de son héritage. La découverte de ces avoirs cachés a été mise en lumière grâce au travail assidu des jurys comptables engagés par Monsieur Jacques dans le cadre de la procédure judiciaire initiée par ma mère, Suzanne. Leurs conclusions ont indiqué que le patrimoine de 50 millions de dollars précédemment identifié n'était qu'une partie d'un portefeuille plus vaste, méticuleusement organisé pour éviter d'être détecté. Les raisons du secret de mon père sont devenues une question encore plus pressante, compliquant les émotions et les stratégies juridiques entourant la contestation du testament. En tant que fils aîné et médiateur essentiel dans la famille, je me suis retrouvé à l'avant-garde de cette nouvelle évolution. La révélation a eu un double impact, elle a intensifié la cupidité et les conflits entre les membres de la famille élargie et les demandeurs potentiels, tout en offrant simultanément une voie potentielle vers une résolution plus équitable au sein de la famille immédiate si elle est traitée correctement. La nature des actifs supplémentaires variait considérablement, depuis des biens immobiliers dans plusieurs pays jusqu'à des investissements dans des sociétés privées et d'importants portefeuilles d'actions. L'ampleur de cette découverte a nécessité une réévaluation du conflit successoral, provoquant un changement stratégique dans notre approche juridique. Monsieur Jacques a suggéré que cela pourrait être l'occasion de négocier un règlement qui pourrait satisfaire toutes les parties de manière plus globale, apaisant potentiellement la tempête qui couvait au sein de la famille. Cependant, les négociations ont été tout sauf simples. La présence de plus d'actifs signifiait qu'il y avait plus de sujets de dispute, et les tensions s'intensifiaient à mesure que chaque membre de la famille réévaluait sa position. Ma mère, déjà profondément méfiante quant aux circonstances entourant le testament, est devenue encore plus catégorique sur le fait que son exclusion était un acte délibéré de trahison. Sandra, de son côté, y voyait une confirmation supplémentaire de la prévoyance et du sens financier de notre père, affirmant que c'était une preuve de son intention de subvenir à nos besoins d'une manière qui allait au-delà des conventions. Au milieu de ces perspectives contradictoires, mon rôle est devenu de plus en plus complexe. J'ai dû naviguer non seulement dans les mines émotionnelles au sein de notre famille, mais aussi dans les implications juridiques complexes des actifs nouvellement découverts. Mon objectif restait de favoriser une résolution qui pourrait apporter la paix à la famille, mais à chaque nouvelle découverte, cet objectif semblait de plus en plus hors de portée.
Les négociations sur ces actifs supplémentaires ont nécessité de nombreuses séries de discussions sous la médiation de Monsieur Jacques, qui a dû trouver un équilibre entre les conseils juridiques et la compréhension psychologique de la dynamique familiale. Ces discussions ont été ardues et souvent chargées d'émotions, car d'anciennes blessures ont été rouvertes et de nouveaux soupçons ont été émis. Ont été élevés tout au long de cette épreuve. La notion d'héritage a pris pour moi un nouveau sens. Il ne s'agissait plus seulement de la richesse laissée derrière soi, mais aussi des souvenirs et des valeurs associées à cette richesse. L'ajout d'actifs a souligné une profonde déconnexion entre le père que je pensais connaître et l'homme d'affaires qui avait opéré dans un tel secret. À mesure que nous avancions, la lutte pour concilier le double héritage de mon père, son rôle de père de famille et son identité de financier secret a continué à mettre à l'épreuve la capacité de notre famille à se rassembler et à guérir des révélations qui semblaient continuer à se dérouler. Le chemin vers une résolution était semé d'obstacles juridiques et émotionnels, mais c'était un chemin que nous devions parcourir avec prudence, en équilibrant les réalités pratiques de la richesse avec les réalités émotionnelles des liens familiaux. La procédure judiciaire, déjà chargée de révélations financières complexes, a pris une tournure profondément personnelle lors des témoignages destinés à démêler les intentions derrière le testament de mon père. Ces audiences judiciaires sont devenues des événements chargés d'émotions, révélant les divisions sous-jacentes au sein de notre famille qui couvaient sous la surface depuis des années. En tant que fils aîné, j'ai regardé avec le cœur lourd chaque membre de la famille prendre la parole. La salle d'audience, remplie d'avocats, de journalistes et de curieux, a servi de toile de fond aux émotions brutes affichées par ma mère, Suzanne, et ma sœur, Sandra. Chaque témoignage met en lumière leurs douleurs, leurs espoirs et la trahison qu'ils ont ressentie. Le témoignage de Suzanne a été particulièrement déchirant. Elle a parlé de sa vie avec mon père, Robert, dressant le portrait d'un partenariat qu'elle croyait basé sur le respect mutuel et les décisions partagées. Sa voix se brisa lorsqu'elle raconta les dernières années de leur mariage lorsque Robert devint plus secret d'un changement qu'elle avait attribué au stress de son entreprise, mais qu'elle croyait désormais lié à son accumulation clandestine de richesses. Elle exprime son sentiment de trahison, non seulement par le contenu du testament, mais par l'ensemble de sa vie conjugale, qu'elle voit désormais sous un autre jour. Le point de vue de Sandra était cependant nettement différent. Quand ce fut son tour, elle défendit les décisions de notre père en les qualifiant d'actes d'un homme qui non seulement garantissait la sécurité financière de sa famille, mais nous imposait également un test. Elle a fait valoir que le testament de notre père était un défi pour nous de dépasser nos griefs mesquins et de gérer son héritage avec maturité et grâce. Son témoignage était ferme et posé, mais il n'a pas contribué à combler le fossé grandissant entre elle et notre mère. Au cours de mon propre témoignage, je me suis efforcé de présenter un point de vue équilibré, reconnaissant à la fois la douleur de ma mère et les intentions probables de mon père. J'ai parlé de l'homme que j'ai connu, un père aimant et un homme d'affaires avisé qui n'a peut-être pas compris les ramifications émotionnelles de sa planification financière secrète. J'ai également souligné les atouts supplémentaires découverts, soulignant la nécessité d'une résolution transparente et équitable qui pourrait honorer son héritage complexe sans nuire davantage à nos liens familiaux. Monsieur Jacques, notre avocat, a joué un rôle crucial lors de ces séances. Il a surmonté les subtilités juridiques et les mines émotionnelles avec une finesse que seule une personne profondément familière avec la famille pouvait gérer. Son objectif n'était pas seulement de gagner un procès, mais de reconstruire une famille, si possible. Le bilan émotionnel de ces témoignages sur notre famille a été immense. La salle d'audience ressemblait souvent à une cocotte minute, avec de vieux griefs et des problèmes non résolus revenant au premier plan. Le processus a été cathartique à certains égards mais incroyablement destructeur à d'autres. Des relations qui avaient mis des décennies à se construire se fracturaient sous nos yeux, maintenues ensemble par le mince espoir d'une résolution qui pourrait d'une manière ou d'une autre répondre aux besoins émotionnels et financiers de toutes les parties impliquées. L'impact de ces témoignages s'est étendu au-delà des limites de la salle d'audience. Ils ont été discutés et disséqués par les médias, transformant notre douleur personnelle en spectacle public. Cette couche supplémentaire d'exposition n'a fait qu'aggraver le stress et l'anxiété que nous ressentions tous, rendant les débats encore plus intimidants. Au fur et à mesure que les audiences se poursuivaient, il est devenu de plus en plus clair que l'issue de cette bataille juridique redéfinirait à jamais notre dynamique familiale. Quel que soit le verdict, les cicatrices de cette épreuve persisteront, nous obligeant à trouver une voie à suivre au lendemain d'un héritage aussi complexe que l'homme qu'il a laissé derrière lui. À mesure que le conflit successoral se prolongeait, la possibilité d'un règlement à l'amiable semblait de plus en plus lointaine. Les négociations avaient commencé avec un faible espoir de compromis qui permettrait à notre famille d'éviter l'amertume prolongée d'une bataille judiciaire. Cependant,
à mesure que les parties prenantes se retranchaient sur leur position, ces négociations se sont progressivement désintégrées en une série de tentatives infructueuses qui n'ont fait qu'approfondir les divisions existantes. Les premières étapes des négociations ont connu des moments prometteurs. Monsieur Jacques, notre défenseur des droits des familles, a orchestré plusieurs séances de médiation visant à favoriser un dialogue susceptible de mener à une résolution mutuellement acceptable. Au cours de ces séances, nous avons exploré diverses options de règlement, discutant des moyens de répartir équitablement non seulement les 50 millions de dollars mentionnés dans le testament, mais également les actifs supplémentaires découverts. Chacun de nous, ma mère, Suzanne, ma sœur, Sandra et moi avons apporté nos propres points de vue et notre bagage émotionnel à ces discussions. Suzanne restait fermement convaincue qu'elle avait été injustement exclue du testament et qu'elle méritait une part importante de la succession, non seulement pour des raisons financières, mais aussi par principe et par respect. Sa position a été durcie par les révélations des avoirs cachés, qu'elle considère comme une preuve de tromperie. Sandra, de son côté, a continué à plaider en faveur du respect des dernières volontés de notre père telles que documentées, interprétant le testament comme un témoignage de sa clairvoyance et de sa compréhension des véritables besoins et du caractère de chaque membre de la famille. Mon rôle dans ces négociations a été extrêmement difficile. J'ai essayé de combler le fossé entre ma mère et ma sœur, en proposant diverses formules de répartition des actifs susceptibles de satisfaire à la fois les réclamations juridiques et émotionnelles. Cependant, chaque compromis proposé ne faisait que mettre en évidence le vaste fossé entre les perceptions et les attentes entre nous. Sandra considérait ces compromis comme une trahison des intentions de notre père, tandis que Suzanne les considérait comme nécessaires pour corriger une profonde injustice. Les séances se terminaient souvent dans la frustration et les larmes, chacun de nous se retirant dans son coin respectif. Le bilan émotionnel était visible sur toutes les personnes impliquées. Le stress a exacerbé d'anciennes blessures et en a créé de nouvelles, rendant de plus en plus difficile une discussion rationnelle. L'intense surveillance médiatique et les commentaires publics qui ont suivi chaque séance de négociation ont ajouté une couche supplémentaire de pression et d'invasion dans nos vies déjà tendues. Au fur et à mesure que Monsieur Jacques naviguait dans ces eaux troubles, son rôle de conseiller juridique est devenu celui d'un point d'ancrage émotionnel. Malgré ses efforts, la possibilité de trouver un terrain d'entente semblait s'éloigner de jour en jour. Les implications juridiques du litige, combinées aux enjeux financiers élevés et à la profonde implication émotionnelle de chaque partie, ont créé une toile complexe difficile à démêler. En fin de compte, l'échec des négociations a conduit à un durcissement des positions qui semblaient presque insurmontables. La rupture des pourparlers a marqué un moment charnière dans notre saga familiale, car il est devenu clair que la solution devrait être trouvée devant les tribunaux. Cette prise de conscience fut une pilule amère à avaler, car elle signalait non seulement l'échec du compromis mais potentiellement la fin de toute chance d'unité familiale. Alors que nous nous préparions à la poursuite des procédures judiciaires, l'atmosphère était à la résignation et à une détermination farouche. Les enjeux étaient désormais plus élevés que jamais, non seulement en termes de résultats financiers, mais aussi en termes d'impact durable que cette bataille aurait sur nos relations. La perspective d'une résolution ordonnée par le tribunal se profilait à l'horizon, ne promettant guère de guérison des divisions qui en étaient venues à définir les interactions de notre famille. Après des mois de témoignages émouvants, d'échecs de négociations et d'examens juridiques intenses, le jour du verdict final est arrivé. C'était le moment qui allait déterminer la répartition de la succession de 50 millions de dollars de mon père, ainsi que des actifs nouvellement découverts, remodelant fondamentalement notre dynamique familiale. La tension était palpable lorsque nous sommes entrés dans la salle d'audience, chacun de nous portant un mélange d'effroi et d'anticipation. Alors que le juge commençait à parler, un lourd silence s'abattit sur la salle d'audience. Le verdict déciderait non seulement du sort juridique de l'héritage, mais marquerait également le début d'un nouveau chapitre pour notre famille, un chapitre qui pourrait soit réparer, soit rompre irrémédiablement les liens fragiles qui nous unissaient encore. Le juge a reconnu la complexité de l'affaire, soulignant les profonds courants émotionnels sous-jacents qui avaient influencé chaque aspect de la procédure. La décision a pris en compte la myriade d'arguments juridiques présentés par les deux parties, les témoignages qui en révélaient tant sur nos relations personnelles et les implications importantes pour l'unité familiale. Le verdict a été plus nuancé que ce à quoi chacun d'entre nous s'attendait. Il n'a pas entièrement exaucé les souhaits d'un seul parti, mais a plutôt présenté un compromis structuré qui tentait de répondre aux préoccupations légitimes soulevées par toutes les personnes impliquées. Le juge a ordonné une redistribution des biens qui différait sensiblement des répartitions spécifiées dans le testament de mon père. Cela comprenait une part substantielle accordée à ma mère, Suzanne, en reconnaissance de sa contribution au succès de mon père et des injustices causées par son exclusion initiale.
Sandra a reçu une part considérable, mais avec des conditions précises. Attachée à cela, favoriser une gestion responsable du patrimoine, reflétant ses arguments sur la préservation de l'héritage de notre père et le sens des affaires qu'il appréciait. Quant à moi, j'ai été chargé de superviser certains aspects de la succession, avec pour mission de maintenir l'équilibre entre la préservation de l'héritage commercial de notre père et le maintien d'un juste soutien à tous les membres de la famille. Le verdict exigeait également des conseils familiaux comme condition du règlement de la succession, reconnaissant les profondes blessures émotionnelles qui devaient être guéries au-delà des résolutions juridiques. Cette partie de la décision souligne la compréhension du juge selon laquelle les questions en jeu vont bien au-delà des actifs financiers et touchent à l'essence même des liens familiaux. À la sortie de la salle d'audience, l'ambiance était sombre. Il y avait un sentiment de soulagement à l'idée que la bataille juridique était terminée, mais le résidu émotionnel était épais dans l'air. Sandra, Suzanne et moi avons échangé des regards fatigués qui en disaient long sur la lassitude que nous ressentions. Il était clair que même si le tribunal avait rendu une décision, le chemin vers le rétablissement émotionnel et une véritable réconciliation était encore devant nous. Dans les jours qui ont suivi le verdict, nous avons commencé à prendre des mesures timides vers la compréhension et potentiellement le pardon. Les séances de conseil obligatoires se sont avérées moins axées sur la volonté que sur le déballage d'années de malentendus et de griefs tacites. Petit à petit, nous avons commencé à nous considérer non seulement comme des adversaires dans une bataille juridique, mais aussi comme des membres d'une famille qui avaient tous perdu quelque chose d'irremplaçable, la confiance non gardée et la simplicité de nos relations avant la révélation du testament. Le jour du jugement dernier avait en effet redéfini notre dynamique familiale, imposant une nouvelle structure à nos interactions et transactions financières. Mais cela a également ouvert la porte à une éventuelle réconciliation, offrant une lueur d'espoir selon laquelle peut-être, avec le temps, nous pourrions reconstruire quelque chose d'encore plus fort à partir des ruines de notre différend. Le verdict final dans le litige successoral a mis à la fois un terme et de nouveaux défis pour notre famille. Cela a marqué la fin d'une bataille juridique tumultueuse concernant la succession de 50 millions de dollars de mon père, mais cela a également marqué le début d'une période d'introspection et de reconstruction. Alors que nous commencions à faire face aux conséquences, les leçons que nous avons tirées de cette épreuve sont devenues cruciales pour tracer notre voie à suivre et prévenir de futurs conflits. L'une des leçons les plus significatives a été l'importance de la transparence au sein de la famille. Le secret qui entourait les transactions financières de mon père avait été un catalyseur majeur du conflit. À l'avenir, nous nous sommes engagés à ouvrir les voies de communication concernant les décisions financières, en veillant à ce qu'aucun membre de la famille ne se sente à nouveau aveugle ou exclu. Cet engagement allait au-delà de la simple divulgation financière pour inclure des discussions plus fréquentes et honnêtes sur les attentes et préoccupations personnelles. Une autre leçon cruciale était la valeur de la planification juridique et financière. Les complexités révélées au cours des procédures judiciaires ont mis en évidence la nécessité de plans successoraux clairs et bien documentés qui tiennent compte non seulement des exigences juridiques mais également de la dynamique émotionnelle et relationnelle de la famille. Nous avons appris qu'une telle planification ne devrait pas être une affaire secrète, mais un processus collaboratif impliquant toutes les parties prenantes. Cette approche contribuerait à atténuer les malentendus et fournirait un cadre clair aux générations futures. Les séances de conseil familial obligatoires se sont avérées être une expérience transformatrice. Ils nous ont appris l'importance de s'attaquer aux problèmes sous-jacents avant qu'ils ne dégénèrent en conflits à part entière. Grâce à ces séances, nous avons commencé à comprendre plus profondément les points de vue et les griefs de chacun, ce qui a facilité un processus de guérison progressif. Nous avons appris que vraiment s'écouter était aussi important que n'importe quel document juridique pour maintenir l'harmonie familiale. L'expérience a également renforcé l'idée selon laquelle la richesse peut être à la fois une bénédiction et un fardeau. Nous avons pu constater par nous-mêmes comment les actifs financiers pouvaient créer des opportunités, mais aussi comment ils pouvaient conduire à des divisions et à du mécontentement. Cette prise de conscience a incité à réévaluer nos valeurs et nos priorités en tant que famille. Nous avons commencé à mettre davantage l'accent sur les relations et les expériences partagées plutôt que sur les gains matériels, reconnaissant que le véritable héritage que nous voulions construire était celui du respect et du soutien mutuel. À mesure que nous mettions en œuvre ces leçons, de nouveaux départs ont commencé à prendre forme. Suzanne, Sandra et moi nous sommes retrouvés à forger un nouveau type de relation, peut-être plus prudente et mesurée qu'auparavant, mais aussi plus mature. Nous avons établi de nouvelles traditions et routines qui nous ont permis de profiter de la compagnie de chacun sans que l'ombre des conflits passés ne pèse sur nous. Nous avons également commencé à nous engager dans des efforts philanthropiques communs, en utilisant une partie de l'héritage pour financer des causes qui nous tenaient à cœur. Ces projets ont non seulement contribué à resserrer nos liens familiaux,
mais nous ont également permis d'honorer l'héritage de mon père de manière positive et marquante. Ils nous ont donné un objectif commun et nous ont aidés à passer de ce pourquoi nous nous disputions à ce que nous pouvions réaliser ensemble. En réfléchissant à l'ensemble de l'expérience, il était clair que si la bataille juridique concernant l'héritage avait été douloureuse, elle avait également été une profonde opportunité d'apprentissage. Cela nous a appris la résilience, la complexité des relations humaines et la capacité de pardon. Au fur et à mesure que nous avancions, ces leçons sont devenues le fondement de notre nouveau départ, nous guidant vers un avenir qui, bien que différent de ce que nous aurions pu imaginer, contenait la promesse de l'unité et du respect mutuel.